On a l'occasion de recevoir Alexandra Chaska, qui est journaliste, toujours journaliste, et qui a choisi de publier chez Boréal, non pas une autobiographie, mais bien les récits d'une carrière bien remplie. Alors, Alexandra, bonjour et bienvenue. Bonjour Winston, ça me fait plaisir d'être avec vous. Ben, on Bonjour. se retrouve un peu parce que les années à Radio-Canada sont inoubliables d'une certaine façon et j'ai une image très précise parce que j'ai suivi ce reportage, votre reportage, comme un feuilleton. Et c'est celui de Tiananmen, en Chine, où vous étiez présente par le plus beau des hasards. Et là, c'est devenu iconique presque dans l'histoire des reportages de Radio-Canada. Donne-moi un petit commentaire là-dessus. Alors, non, mais c'était pas Radio-Canada, c'était à Télé-Québec. Enfin, à l'époque, c'était Radio-Québec, donc peut-être que les gens ne se souviennent plus, mais il y avait une émission qui s'appelait Nord-Sud et nous, on travaillait, moi, je travaillais à Nord-Sud, c'était une émission qui parlait des relations entre les pays du Sud et les pays du Nord et évidemment, on ne couvrait pas l'actualité brûlante. Mais on s'est retrouvés en Chine en faisant une série de reportages sur toutes sortes de sujets, entre autres le développement des zones économiques spéciales. À l'époque, la Chine était entrée. Aujourd'hui, c'est presque de la préhistoire parce que la Chine commençait à s'ouvrir à l'Occident, commençait à mettre sur pied ces zones économiques spéciales où les compagnies étrangères occidentales étaient invitées. Et on faisait d'autres reportages aussi sur la pisciculture dans les rizières et toutes sortes de sujets comme ça. Et tout d'un coup, en arrivant à Pékin, on se rend compte qu'il y a un mouvement de contestation et que ce mouvement-là risque de prendre de l'ampleur. Et on laisse tomber tous nos sujets. Je dois dire que nos patrons ont été nous ont fait confiance. Et on était, sans fausse modestie, assez clairvoyants parce qu'effectivement, ça a donné lieu quelques semaines plus tard au printemps de Pékin qui malheureusement a été écrasé dans le sang de façon extrêmement brutale. Et alors, mais c'était vraiment intéressant parce on a pu assister à toute la genèse de ce mouvement. À l'époque, il n'y avait presque pas de caméras étrangères parce que personne pensait que ça allait donner, quelques étudiants qui manifestent dans les rues. Mais nous, alors, ça nous a donné accès à tous les dirigeants, à des gens qui participaient à ce mouvement dès le début. Et on a pu donc suivre ce mouvement-là et ça a été vraiment un événement majeur dans ma jeune carrière à l'époque et un événement majeur dans l'histoire mondiale. Absolument. Alexandra, vous êtes polonaise d'origine. Pouvez-vous nous raconter votre arrivée au Québec et le pourquoi de cet exil? Oui, alors mes parents ont décidé de quitter la Pologne dans un moment assez triste de l'histoire polonaise. C'était en 1968. Et il y avait une campagne antisémite. Comme on est d'origine juive, on n'était pas pratiquants, mais quand même, on était juifs et on était montrés du doigt comme juifs. Et cette campagne-là, c'était pas seulement une campagne médiatique, mais c'était vraiment à l'époque où tout était contrôlé par l'État. Les gens perdaient leur appartement parce que les appartements appartenaient à l'État, perdaient leurs emplois. Les jeunes pouvaient pas être, souvent étaient refusés à l'université parce qu'ils n'avaient pas les bonnes origines. Et mes parents qui n'ont pas souffert directement comme tel, mais ça pouvait arriver d'une journée à l'autre, ont décidé de quitter la Pologne avec mes deux sœurs et moi. Et donc, on est parti en France parce que mon père ou mon bon-père, comme je l'appelle, celui qui m'a élevé, qui était le deuxième mari de ma mère, avait passé toute la guerre en France. Donc, il était déjà parfaitement francophone. Il est allé à l'école en France. Il a fait son certificat d'école primaire en France. C'était certificat d'études, ça s'appelait. Et il était très attaché à la France. Donc, il s'est dit, on va aller là. Mais on a quitté la Pologne on a dû renoncer à la citoyenneté polonaise. C'était la seule façon. On nous envoyait en Israël, ni plus ni moins. Et mes parents ne voulaient pas aller en Israël, alors ils se sont arrêtés en France. Et là, ça a été difficile parce que c'était mai 68 à Paris et c'était les lendemains de mai 68. La situation économique et politique était tendue. Ils ont eu du mal à trouver du travail et finalement, ils ont entendu parler qu'à la délégation du Québec à Paris, on cherchait des professeurs, surtout des professeurs de sciences, pour la nouvelle chaîne d'universités qui ouvrait au Québec, l'Université du Québec. C'était la première année. Et ils se sont dit, parfait, on va aller en Amérique, mais en Amérique française.
Et alors, on s'est retrouvés à Trois-Rivières, mes parents au département de chimie-biologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, et moi dans une école secondaire où à nouveau je ne comprenais plus rien parce qu'à Paris, j'avais commencé à parler français. Mais là, évidemment, l'accent était différent. Puis Trois-Rivières, à l'époque, il y avait très peu d'immigrants. Donc, j'étais la seule dans ma classe. Et voilà, mon aventure québécoise a commencé là, à Trois-Rivières. Et vous vous êtes intéressé assez rapidement à la politique québécoise. C'est-à-dire que vous avez reconnu qu'il y avait là un pays au sein d'une mer anglophone et américaine, et vous avez choisi de la défendre, et la langue et la culture. Oui. Et moi, je dis souvent aux gens, vous savez, quand on a mis autant d'efforts à apprendre une langue, on la chérit peut-être encore plus que quand on l'a bu avec le lait de notre maman. Alors, le français, je l'ai appris, puis ça n'a pas été facile, c'était pas ma langue maternelle. Et donc, bon, à l'époque, quand même, début des années 70, c'était l'atmosphère, c'était le combat. On se battait pour, bon, c'était McGill français, c'était, bon, toute cette, et la naissance du mouvement indépendantiste québécois, évidemment, la jeune adolescente que j'étais qui voulait défendre la langue. Je n'avais pas envie d'apprendre l'anglais, moi. Je venais d'apprendre le français. Bon, je l'ai appris par la suite, évidemment, mais j'ai pu m'identifier assez facilement à ça. Alors, je raconte dans mon livre, Pierre Vallière faisait partie de mes lectures et ça a été tout naturel pour moi. Et bon, autour de moi, la plupart de mes amis étaient dans ce même mouvement. Et donc, ça a commencé comme ça. Et d'ailleurs, quand j'avais reçu, je me souviens, j'avais reçu mon premier prix Judith Jasmin, bon, quelques années plus tard, plusieurs années plus tard, et c'était Lise Payette qui remettait le prix, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore le prix de la Fédération des journalistes, mais de la Fédération des femmes journalistes. Et c'est Lise Payette qui remettait le prix. Mais moi, j'étais en reportage en Chine, justement. Donc, c'est ma mère qui est allée recevoir le prix et ma fille. Et j'avais écrit un discours que ma mère a lu, parce qu'à l'époque, je me souviens, Lise Payette avait fait une sortie contre les immigrants qui apprennent l'anglais et qui s'intègrent au monde anglais. Et j'avais fait une partie du discours justement là-dessus, que je suis très fière par mon travail de contribuer à la présence du français en Amérique du Nord. Parce que, bon, comme j'ai travaillé en français toute ma vie, c'était pas dans le domaine de littérature à l'époque, mais c'était dans le domaine du journalisme francophone. Voilà. Le titre de votre récit, Je ferai le tour du monde. Vous avez vraiment fait le tour du monde à 50 pays, c'est incroyable. Oui, j'ai pas fait le tour du monde, mais en fait, c'est un extrait parce qu'on cherchait avec l'éditeur un titre. J'avais un titre de travail qui n'était pas tellement intéressant. Et, et puis, en fait, c'est un extrait de mon livre. Quand je quitte la Pologne et que je suis arrachée de mon pays et je laisse tous mes amis, mon chum de l'époque, bon, j'avais 15 ans, et je me suis dit, ben, puisque c'est comme ça, OK, on me fout à la porte, ben, moi, je vais faire le tour du monde pour prendre ça de façon positive. Et en fait, c'est ça, c'est la citation. Donc, je n'avais pas formulé ça de façon aussi clair à l'époque, mais c'était déjà dans mes envies, dans mon tempérament, clairement. Et puis non, je n'ai pas fait le tour du monde parce qu'évidemment, 50 pays, c'est même pas un tiers des pays de la Terre. J'espère que j'en ferai encore quelques-uns, mais j'en ai fait plusieurs. Malheureusement, dans le livre, je n'ai pas pu raconter tous les reportages que j'ai faits. J'ai raconté peut-être 20% parce que, évidemment, 35 ans de travail de télévision, c'est quand même des dizaines et des dizaines et des dizaines de reportages, certains plus longs, certains plus courts. Mais il y a beaucoup par exemple, je suis allée au Chili. D'ailleurs, j'avais gagné un prix Gémeaux pour ce reportage-là sur les enfants du coup d'État, le fils de Pinochet, que j'avais interviewé, le petit-fils d'Allende. J'en parle pas dans le livre parce qu'il n'y avait pas de place. Il y a d'autres éléments qu'on a enlevés des chapitres parce que c'était devenu trop long. Alors oui, peut-être qu'un jour, je pourrais dire, j'ai fait le tour du monde et non pas je ferai le tour du monde. Vous avez aussi fait un reportage assez
comment dire, diffusé à grande échelle, c'est celui sur la cocaïne en Amérique centrale. Et ça aussi, ça fait des vagues. En Bolivie. En Bolivie. C'était en Amérique latine, oui, en Amérique du Sud. Effectivement, ça aussi, c'était à Nord-Sud. Et on est allé faire un reportage avec les gens qui fabriquaient effectivement la cocaïne dans la jungle bolivienne. Mais on faisait le lien avec les mineurs d'étain, des mines d'étain qui étaient une des richesses du pays, qui à l'époque connaissait une crise importante. Donc, les mines fermaient les unes après les autres et ces mineurs n'avaient pas d'emploi. Donc, le seul emploi qui se présentait à eux, c'était de cultiver la coca ou carrément de faire de la pâte de coca qui ensuite servait à la cocaïne. Alors, on les a suivis, on a suivi leur trajectoire, on est allé dans les mines et après, on est descendu dans la selva, dans la jungle, parce que les mines sont très haut dans la montagne, à 3000 mètres d'altitude. Et on a suivi ces mineurs qui vivaient une vie assez misérable, qui cultivaient la coca. Et ensuite, on a filmé aussi des fabricants de la pâte de coca. C'était assez intéressant, avec quelques dangers en route. Mais C'est bon. ça, donc le danger était omniprésent. Oui, le danger était assez, oui, c'était à partir de la route qui menait aux mines, qui était une route, je raconte dans le livre, c'est un des endroits où j'ai eu le plus peur, hein, parce qu'on s'imagine toujours des zones de guerre, c'est là où on a très peur, mais en général, les zones de guerre, on sait d'où ça tire, où il faut être pour ne pas se faire tirer. Ça ne veut pas dire que des journalistes ne meurent pas dans les zones de guerre, mais les journalistes meurent souvent dans les accidents de voiture, parce qu'on va vite, on va dans un endroit où les routes sont très mauvaises, et là, c'était une route au-dessus des précipices qui était vraiment très dangereuse et très épeurante. Et ensuite, dans la selva, dans la forêt tropicale, bien évidemment, des serpents, toutes sortes de choses. Et aussi, c'était un travail clandestin ceux qui faisaient la pâte de coca. Donc, on pouvait se faire attaquer assez facilement, se faire encercler par l'armée bolivienne qui essayait de débusquer ces productions de pâte de coca tant bien que mal. D'ailleurs, ça non plus, je ne le raconte pas dans le livre, je ne crois pas, ou peut-être oui, je ne me souviens plus, mais on a pris un hélicoptère pour filmer d'en haut la jungle, pour avoir quelques images. On n'avait pas les drones à l'époque. Je raconte beaucoup dans le livre comment le métier a changé à partir de l'Internet qu'on n'avait pas et jusqu'à justement des drones. Alors, pour filmer la jungle d'en haut, il a fallu prendre un hélicoptère de l'armée. Et ce même hélicoptère qu'on a pris, une semaine après, s'est écrasé. Prix technique ou je ne sais pas quoi. On a eu de la chance. Mais voilà, donc oui, c'est toujours un petit peu dangereux quand on fait ces voyages-là, mais on est habitué. Alexandra, vous serez au Salon du Livre pour des séances de signature. Il y a des dates, là? Oui, il y a des dates, le vendredi 14, 15 et 16. Vendredi de 13h à 14h, samedi le 15 de 17h à 18h et le dimanche 13 de 15h30 à 16h30 au Salon du Livre. Exactement. Et je ferai aussi une entrevue sur la grande scène de Radio-Canada le 16 dimanche. Juste avant la séance de signature, il y a Claudia Larochelle qui va faire une interview d'une demi-heure avec moi sur le livre. Et le livre marche très bien, je dois vous dire. On est déjà à la 3e réimpression après 10 jours de l'apparition, donc c'est quand même 12 jours, c'est quand même bien. En conclusion, Alexandra, vous portez également un regard critique sur le métier de journaliste et sur le journalisme en général. Pourriez-vous résumer en quelques phrases? Oui, j'ai essayé, quand je disais tout à l'heure que j'ai décrit à peu près 20% des reportages que j'ai faits, c'était un peu ce qui a présidé à mon choix de sujet ou de destination. C'était vraiment, à chaque fois, il fallait qu'il y ait soit un enjeu géopolitique, donc un événement important qui est resté dans la mémoire de tous, ou bien souvent un enjeu personnel comme journaliste, un enjeu moral, un enjeu l'objectivité, le devoir moral envers les gens qu'on interviewe. Ce sont des questions sur lesquelles je me suis beaucoup interrogée après avoir
accrocher mes patins de façon régulière parce que je fais encore des chroniques maintenant, mais et oui, en tant que journaliste, on est mis souvent devant des choix déchirants, devant des décisions. On travaille très vite. Ça aussi, j'ai essayé de le décrire. Comment, comme journaliste de télé, souvent, surtout à l'information quotidienne, on doit travailler très vite. On est précipité vers un terrain qu'on connaît à peine. Et qui on interviewe, pourquoi certaines personnes, quand on sent que ça va les mettre en danger, même si on sait que ça va faire un personnage et un informateur clé dans notre reportage, on laisse tomber. Et ce sont tous ces questionnements, je pense que j'espère, pourront servir à des jeunes journalistes qui aujourd'hui commencent leur carrière, des questions auxquelles j'essaie de répondre. Il y a aussi l'enjeu aussi de être journaliste femme, être journaliste mère, on laisse notre enfant, on part en reportage, voilà. Donc, Winston qui montre mon livre tranquillement. J'espère que vous avez aimé en tout cas. C'est fascinant. Et surtout, ça amène quelques réponses. Tu sais, à titre de communicateur, de journaliste, on a toujours des doutes et on soupçonne plein d'affaires. Alors, il y a des réponses aussi dans ce livre et je trouve que c'est vraiment très réussi. Encore une fois, chez Boréal, je ferai le tour du monde avec Alexandra Chaska, qui sera au Salon du Livre dans quelques jours. Merci beaucoup, Alexandra, Merci. pour votre disponibilité. Merci à vous deux. Merci, au revoir. Au revoir.